Je pense, premièrement, dans des débats actuels, on a tendance à opposer l'efficacité présumée des marchés concurrentiels aux services publics qu'on catégorise comme étant inefficaces et lourds. Alors que si on regarde la théorie économique ou les différentes théories économiques plus en profondeur, on se rend compte que les arguments qu'on nous sort sont souvent des arguments incomplets, une analyse incomplète des enjeux économiques. Et c'est une version vulgarisée, mais vulgarisée au sens de vulgaire de la science économique. Alors, l'objectif, c'était de présenter d'autres arguments qui proviennent de la théorie économique, principalement la théorie néoclassique, qui viennent justifier l'intervention de l'État dans l'espace public. Et il y a une série de limites au postulat de l'efficacité des marchés qui viennent justifier l'intervention de l'État. Pour qu'un marché amène à un équilibre efficace, il y a certaines conditions qui doivent être présentées. C'est des conditions qui sont extrêmement restrictives, qu'on retrouve pas toujours dans la réalité. Même il y a plein d'occasions où on ne retrouve pas ces conditions-là. Ce qui fait que les marchés, même si dans les calculs économiques peuvent être démontrés comme étant efficaces, dans la réalité, étant donné les contraintes, ils ne le sont pas. Les premières limites à la concurrence des marchés, on se rend compte souvent que certains biens qu'on appelle des biens publics purs, qui ne sont pas, que le marché a de la misère à administrer. D'une part, parce que c'est des biens qu'on ne peut pas, on peut pas restreindre l'accès à ces biens-là. Donc, il est difficile de faire payer uniquement les clients. Alors, on est obligé de collectivement payer pour ces services-là. Et c'est des services dont l'usage est non exclusif. Donc, le fait que j'utilise, par exemple, l'exemple classique, c'est les lumières dans la rue, que j'utilise l'éclairage urbain, ça n'enlève pas aux autres le droit de l'utiliser. Donc, encore une fois, on a de la misère à discriminer qui paye ou qui ne paye pas pour ces services-là. Donc, on a eu tendance à les rendre des services publics. Ça, c'est la première catégorie qui est la plus simple et qui fait consensus chez tous les économistes. C'est assez simple, les gens ne vont pas contester ce fait-là. Le deuxième type de limite au marché, c'est ce qu'on appelle la présence d'externalités. Il y a des biens qui sont produits ou encore leur consommation de ces biens et services-là ont des impacts pour la société en général ou les personnes qui ne font pas partie de l'échange. L'exemple classique d'une externalité négative, c'est la pollution. L'entreprise qui produit, par exemple, du pétrole, va vendre de l'essence, mais en contrepartie, va rejeter dans l'atmosphère des polluants, des fois, va faire des déversements. Et c'est l'ensemble de la société qui doit gérer ces externalités-là. Donc, l'intervention publique devient nécessaire pour s'assurer qu'il n'y a pas trop d'externalités ou qu'on trouve des mécanismes pour les réduire. Il y a aussi des externalités positives. Un exemple d'externalité positive, c'est dans le secteur de l'éducation. Le fait qu'on aille étudier, c'est bien sûr un bienfait pour soi. Par contre, pour la société aussi, ça a une foule d'avantages, que ce soit du fait que, étant donné qu'on aura une meilleure formation, on aura accès à des emplois mieux rémunérés, donc on paiera plus d'impôts. Alors le gouvernement se voit directement à récupérer de son investissement dans notre formation, mais aussi le fait d'avoir une formation, que ce soit en médecine ou dans différentes professions, ça nous permet d'offrir des services à la population, souvent des services essentiels. Souvent, ces deux critères-là sont les seuls qu'on utilise, et c'est un peu la limite. Les économistes ne vont pas plus loin. Et dans le discours ambiant, on accorde ces deux limites-là, mais on hésite à aller plus loin, et on n'utilise pas à son plein potentiel la théorie économique, ce qui fait qu'on arrive souvent avec des débats qu'on dit appuyer sur la science économique, alors que c'est une version édulcorée. Il y a une autre limite peut-être plus importante, qui est l'information imparfaite. Dans les marchés, si on veut que la concurrence amène un équilibre efficace, il faut qu'il y ait une information parfaite. Alors que dans plusieurs marchés, il n'y a pas d'information imparfaite, ou l'information est distribuée de manière inéquitable. Et le plus bel exemple qu'on peut avoir à ce niveau-là, c'est les assurances. Le cas des assurances santé sont probablement le meilleur cas. Un assureur qui a de l'information sur une personne ou détermine un profil statistique de par son origine, de par la région dans laquelle il vit, son sexe, son historique familial, peut décider de vendre des assurances à cette personne-là plus cher parce qu'il y a plus de risques. Ou encore, comme on le fait aux États-Unis, de refuser carrément d'assurer cette personne-là parce qu'elle a des antécédents médicaux ou encore elle travaille dans un secteur où il y a des risques incroyables. Donc, c'est un cas où le marché, encore une fois, ne peut pas répondre aux besoins sociaux. Il faut que l'État intervienne. Et la solution qu'on a trouvée au Canada, c'est de mettre par province des assurances santé
qui sont nationales, donc où tout le monde est couvert, peu importe les risques que notre situation comporte. Un autre élément qu'il faut prendre en considération lorsqu'on évalue la valeur économique des services publics, c'est qu'il y a non seulement l'efficacité économique, mais il faut aussi regarder l'impact des services publics sur l'équité sociale et particulièrement répondre à la situation où il y a une distribution inégale des risques sociaux. Les problèmes, que ce soit la maladie, les handicaps, les congédiements, que ce soit les accidents de travail, sont des événements qui nous tombent dessus par hasard. Mais le hasard n'est pas équitable. Il y a certaines parties de la population qui vont avoir malheureusement plus de difficultés et qui vont souvent cumuler différentes problématiques. Alors, il serait injuste que les gens assument individuellement la responsabilité pour des risques sociaux dont ils ne sont pas entièrement responsables. Donc, la nécessité d'intervenir pour l'État vient entrer à ce niveau-là. Et je donnais l'exemple qui est plutôt un exemple positif, l'exemple des grossesses. Si les femmes c'est pas un risque social, mais ont la bénédiction sociale de faire des enfants, c'est quand même elles qui portent une grande partie de la responsabilité. Elles sont obligées d'arrêter de travailler pendant une période. Ça a un impact sur leur cheminement professionnel. Souvent, s'il n'y a pas de service de garde, il faut qu'elles restent à la maison parce que c'est un rôle qu'on leur a assigné traditionnellement. Donc, il n'y a pas de raison que les femmes soient seules à porter la responsabilité et le coût économique de fait d'avoir des enfants. Donc, l'État a été justifié d'entrer et d'intervenir à ce niveau-là, que ce soit par les congés de maternité, que ce soit par l'introduction des garderies subventionnées publiques, les CPE. Donc, c'était une façon pour la société de venir compenser pour la responsabilité sociale que les femmes assumaient du fait de faire des enfants. Je pense qu'on observe actuellement, c'est véritablement une transformation du régime fiscal. On a vu dans les dernières années une grande volonté politique de réduire l'impôt, particulièrement l'impôt sur le revenu. Alors, on sait qu'au Québec et au Canada, l'impôt sur le revenu est progressive. Donc, plus nos revenus sont élevés, plus on paye une grande part d'impôt. Cet impôt-là, on l'a vu réduire dans les dernières années. Et là, on arrive dans une situation de crise qui est à la fois une crise conjoncturelle, parce qu'il y a une crise économique mondiale, mais aussi une crise des finances publiques au Québec qui, en partie, provient du fait qu'on a trop dilapidé les surplus. Donc, le gouvernement avait des marges de manœuvre. Au lieu de les utiliser pour réinvestir, il les a plutôt redonnés en baisse d'impôts. Alors, on arrive dans une situation de crise. Le gouvernement dit « Oh, il faut aller chercher de l'argent ». Qu'est-ce qu'on se fait? On se tourne vers les taxes et les tarifs, qui sont des modes de perception fiscale extrêmement inéquitables, au sens où les taxes sont relativement proportionnelles avec les revenus, mais ce qui fait qu'on paye tous à peu près le même pourcentage de taxes à la consommation. Alors que les tarifs, eux, sont vraiment inéquitables, au sens où on va payer le même montant pour le même service, alors qu'on gagne, une personne qui gagne le salaire minimum autour de 16 000 $ par année, va par exemple payer 200 $, la nouvelle franchise santé, 200 $ par année, et le PDG d'une entreprise qui gagne 500 000 $ par année, lui, va quand même juste payer 200 $, ce qui est une infime proportion de son revenu. Alors, on voit un transfert d'un impôt progressif qu'on a réduit, et là, soudainement, on va rechercher de l'argent par des manières régressives. Alors, il y a vraiment un transfert de la contribution fiscale des plus riches vers les plus pauvres et la classe moyenne. Alors, on n'a pas réduit les impôts, on les a seulement transformés, et c'est un processus inquiétant.